J'ai choisi cet après-midi de vous présenter un travail plus récent. C'est vrai que j'ai travaillé aussi sur les contestations de Paris 2024, mais pas très récemment, et j'ai engagé une étude sur le relais de la flamme olympique. Donc je vais moins parler des contestations aujourd'hui que d'une approche un peu plus macro en termes d'action publique sur la manière dont l'événement sportif se décline, là en l'occurrence un événement dans l'événement avec le relais de la flamme, dans les territoires, notamment à travers une forme de controverse, on va en parler, qui est la question du coût. Alors, l'olympisme est évidemment une histoire de symbole. Alors, puisque le temps est compté et que je pense que vous êtes à peu près toutes et tous au courant de cela et qu'on a eu une matinée très intéressante sous le sceau de l'histoire, je vais évidemment passer très vite et pas vous faire l'outrage d'évoquer tous ces symboles. Simplement vous dire que moi, je m'intéresse particulièrement donc à la question de la flamme olympique aujourd'hui. Donc, la flamme olympique, elle a été allumée la première fois aux Jeux d'Amsterdam en 1928 et elle a été évidemment symbole d'instrumentalisation, particulièrement au Jeux de Berlin en 1936, sous la forme du relais pour la première fois. Elle a aussi été instrumentalisée en 1948 à travers les Jeux de Londres, sous le terme de symbole du relais de la paix. Et ce fut le cas dans les Olympiades précédentes de diverses manières. Donc moi, je me concentre vraiment sur la dimension plus contemporaine, et donc Paris 2024, en fait, et la question de sa mise en œuvre. Alors là, flamme olympique et le relais, dans la littérature scientifique, elle a déjà fait l'objet d'une littérature relativement abondante, notamment sur les questions d'image, de sémiotique, de médias, de rôle en fait, et d'utilisation, d'instrumentalisation. Elle a aussi été traitée sous l'angle des contestations, y compris sous l'angle des valeurs, notamment dans la concordance ou dans la non-concordance entre des valeurs qui pourraient être celles du marché, puisque le relais est généralement... a toujours été privatisé, et évidemment la fête populaire que sous-entend de passer dans différents territoires et pour faire un peu monter la pression avant les Jeux Olympiques, sachant qu'il s'agit là de l'événement finalement principal hors compétition pendant 15 jours qui va être non sédentaire et qui va justement aller à l'encontre de l'ensemble de la population d'un pays, là où les Jeux Olympiques, est-il bon de le rappeler, est un événement qui est organisé par une ville avant tout. Et la question de départ, notamment en lisant cette littérature scientifique, a été de se demander, dans une perspective d'action publique, à quoi renvoie en fait cet événement sportif. Est-ce un événement sportif? Et est-ce que les territoires sont forcément partants pour accueillir ce projet? Que signifie-t-il? Finalement, il y avait beaucoup de travaux donc historiques, je l'ai évoqué, de sociologie des mouvements sociaux, mais peu en réalité sous cette perspective-là. Et donc ça a suscité chez moi cette intuition de départ qui était aussi, dans la suite de nos travaux avec Michel et William, une intuition entre, y a-t-il un lien en fait entre les partis politiques et les référentiels axiologiques que ces partis peuvent avoir et un positionnement quelconque à l'égard des Jeux. Notre étude avait montré, ça a été bien montré par Michel et William tout à l'heure, qu'il y a un rapport plutôt instrumental et que c'est des facteurs très contextuels, très locaux, antérieurs également, liés à une historicité. Je voulais questionner cela aussi au niveau des départements, au niveau des élus, des territoires, par rapport à un projet donc olympique. Alors la genèse du relais français, du RFO, donc j'utiliserai cet acronyme par la suite, était donc un projet carte postale. L'idée, et vous avez quelques verbatims sur le diapo, c'est d'aller pendant 30, 40 jours, pas beaucoup plus, finalement ce sera un petit peu plus d'ailleurs, dans les sites les plus remarquables. Finalement, il y a eu une reprise en main très politique par rapport à une première version qui était donc d'une trentaine de dates. Il y a eu une forme d'injonction, ou en tout cas de volonté du gouvernement central, notamment de l'État français, de monter en ambition, justement parce qu'il s'agit là peut-être du principal événement qui permet d'aller à l'encontre des Français, de garantir ces objectifs d'acceptabilité sociale et d'aller un petit peu à l'encontre des différentes contestations qui ont bien été évoquées par Raphaël à l'instant. Les départements sont très vite devenus l'échelon pertinent, notamment au niveau de l'ADF, c'est l'Association des départements de France qui s'est positionnée, et le COJO a assez rapidement acquiescé et contractualisé à cet échelon,
Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'en réalité, et une figure le présentera juste après, mais il y a une multitude d'acteurs, et il y a notamment un acteur clé qui s'appelle le cabinet Olbia, dont vous avez déjà un ou deux verbatim là, qui est le rôle de facilitateur, qui est vraiment l'acteur privé, le cabinet en fait, qui a mis en œuvre le relais. J'y reviendrai. Et puis, un certain nombre de points de controverse, là aussi je le développerai un petit peu, mais il y en a un en particulier qu'il s'agit d'évoquer en introduction, c'est le prix. 180 000 € qui est donc demandé en ticket d'entrée au département pour pouvoir accueillir cet événement sportif. Et les contraintes logistiques que cela pose avec un événement dont on ne sait pas très bien à quoi il ressemble. Hein, on passe sur tout l'ensemble d'un département, il y a 7-8 relais sur la journée, il y a une petite caravane, ça ressemble un peu au Tour de France, mais ce n'est pas vraiment le Tour de France, on ne sait pas vraiment exactement ce à quoi ça va ressembler. Et finalement, cet événement-là, c'était aussi ça, et c'est ça qui est intéressant, aussi bien pour les organisateurs que pour les observateurs que je suis et que nous sommes, c'était d'observer quelque chose qui se construit finalement en faisant et qui s'est aussi construit un petit peu dans l'urgence, on le verra. Donc voilà un premier schéma qui permet de présenter, en tout cas qui essaye de représenter relativement simplement, et ce n'était pas évident de le rendre assez synthétique, le fonctionnement du relais français. Alors il se distingue à deux échelons. Hein. Vous avez donc un échelon national qui est celui donc, qui est entouré en rouge, qui est donc le niveau qui va aller vers les départements pour pouvoir contractualiser et justement mettre en place au niveau national les différentes étapes. Et puis, une fois que vous avez contractualisé au niveau départemental, eh bien, il s'agit d'organiser le relais localement avec les élus locaux et les services locaux au niveau des départements. C'est le sens des deux flèches, hein, donc la première au niveau national et la deuxième au niveau local. Et là, on va aller vers les villes, on va aller vers les intercos, on va forcément sortir du cadre départemental pour embarquer, si j'ose dire, le plus grand nombre d'acteurs possible. Les principales parties prenantes qui sont très importantes, ce sont les sponsors. Et là, il est important de rappeler que les principaux financeurs sont privés. Hein, donc c'est un événement financé quasi exclusivement par le privé. Donc c'est Coca-Cola, historiquement partenaire du Relais de la Flamme et sponsor principal. Et un partenaire plus conjoncturel, BPCE, donc le consortium Banque Populaire, Caisse d'épargne. Et si vous avez eu la curiosité d'aller voir le relais hier soir ici même, vous avez vu les chars festifs de ces deux sponsors distribuer des goodies juste avant donc, le passage de la fameuse flamme olympique. Bien sûr, les autres acteurs donc, sont les intermédiaires, les associations d'élus, notamment l'ADF et l'ANDES, l'association des élus sportifs au niveau national, qui a eu un rôle de facilitateur, Olbia, je l'évoquais, qui a ce rôle clé, et donc les différents conseils départementaux, évidemment, qui sont à la fois bénéficiaires dans un premier temps de cet appel à projet national et ensuite organisateurs au niveau local. Donc moi, mon ambition, ça a été d'appréhender le relais comme un événement médiatique, hein, à forte dimension communicationnelle, et également de l'évoquer comme un dispositif des jeux à part entière, avec un phénomène d'encastrement, hein, cette idée d'événement dans l'événement. Je trouvais que c'était assez stimulant et ça permettait de faire un pas de côté pour questionner le rapport des élus au jeu, un petit peu plus indirectement que la grosse machine des 15 jours dont on a parlé un petit peu aujourd'hui. Donc la question de recherche est la suivante. Est-ce que les territoires se saisissent avec enthousiasme de cet événement? Quels peuvent être les arguments? Qu'est-ce que ce dispositif nous dit de la manière de concevoir l'accueil? Et que s'est-il passé entre ce qui est prévu et ce qui est perçu? Ce qui est une question classique quand on s'intéresse, dans une cadre de sociologie de l'action publique, au processus de mise en œuvre. Donc la méthodologie engagée est la suivante. Donc sur la période de juin 2022 à février 2023, j'étais accompagné sur ce travail par un stagiaire qui s'appelle Tom Chartier, que je remercie encore. Donc ce cheminement inductif nous a amené à la constitution, dans un premier temps, d'un recensement de l'ensemble des départements français. Alors ensemble, pas tout à fait, on en a recensé 101. On n'a pas travaillé sur les départements d'outre-mer. On a eu du mal à avoir des données et des contacts après, malgré de nombreuses relances. Et donc essentiellement une ressource documentaire et donc de contact direct des départements. Donc des articles PQR, PQN, des comptes rendus de bilan de conseils départementaux, des réseaux sociaux. Et également ensuite dans une deuxième phase, des entretiens avec des élus, des techniciens et des représentants des départements qui y sont allés et des départements qui n'y sont pas allés pour avoir évidemment un panel relativement représentatif.
et de l'analyse stat, de la carto, de l'analyse de discours. Je vais vous présenter tout ça. Donc le recensement, il ressemble un petit peu à ça. Je ne vais pas évidemment vous le détailler, je vous rassure. Comment ça se fait, la journée est longue en plus, donc je ne vais pas vous attaquer avec ça. Simplement vous montrer un petit peu la logique par laquelle j'ai mené cette réflexion. Il y avait d'abord un module administratif qui me permettait d'avoir des infos descriptives sur le département. Je passe assez rapidement. Un module décisionnel qui suppose déjà une première forme d'interprétation. Donc là, on essayait d'analyser quelle était la raison à travers les arguments avancés dans les premiers articles qui nous étaient permis de lire. Donc il y avait premier argument, deuxième argument. On a essayé aussi de caractériser des arguments de nuance, justement, pour avoir une précision un petit peu plus importante et ne pas nous arrêter que au premier discours repéré. Un module ensuite politique, qui était vraiment l'hypothèse de départ. Donc, est-ce que, par exemple, le département est engagé dans le label Terre de Jeux, mais quelle est la couleur politique du département, depuis combien de mandats le président de département est à ce poste-là, et puis l'état aussi de la majorité et de l'opposition, avec un indice de stabilité de la majorité, notamment, sur lequel je pourrais revenir si vous le souhaitez, mais qui nous permettait de voir finalement à quel niveau se situait éventuellement l'état de l'opposition dans le conseil départemental. Puis un module médiatique, enfin, où on essayait de caractériser l'intensité de la controverse, et on repérait en fait le niveau le plus important au niveau national où était évoquée la controverse dans les médias. Donc, premier volet de résultats qui sera plus descriptif, un volet essentiellement statistique que je vous présente là rapidement par cartographie, puis un deuxième volet qui sera vraiment plus sur la mise en œuvre. Donc voici les résultats statistiques et voici la carte que l'on a pu produire. 55% des départements donc, ont été candidats, 40% de départements refusant le RFO. À l'époque, on avait quelques départements qui n'avaient pas répondu. 60% de départements de tendance de droite, 4% de centristes, 25% de gauche. Vous dire tout de suite que les tests statistiques n'ont pas révélé de corrélation entre le parti politique et l'engagement ou non. C'est-à-dire que le test de Kikaré notamment a montré une décorrélation à ce niveau-là, notamment parce qu'il y a plus de départements à tendance de droite en France, et du coup, cette hypothèse centrale a rapidement été réfutée. Toutefois, et c'est le chiffre qui est en gras sur la diapo, il y a quand même une tendance parmi les départements de gauche plus récurrente à avoir des refus. Autrement dit, 2 départements dits de gauche sur 3 ont refusé. Et donc 59% des départements de droite, au contraire, ont accepté. Bon, ce qui est intéressant d'observer par rapport à cette mise en spatialité, c'est évidemment le nombre de refus que vous pouvez voir sur la carte au niveau du centre de la France, du centre-ouest. Donc on expliquera au centre-ouest pourquoi, notamment dans les Landes et dans la Gironde, il y a des éléments qui l'expliquent. Le centre de la France est assez intéressant et évidemment il y a un lien qui se confirmera après entre le caractère rural et les espaces, les pôles de croissance ou les espaces les plus densément peuplés qui se sont plus naturellement portés candidats et qui ont été aussi plus volontairement engagés par le COJO. Donc on a également cherché à catégoriser donc à travers des verbatims idéotypiques. Là je vais passer assez vite pour ne pas rentrer trop dans le détail, mais simplement vous montrer les grandes catégories d'arguments qui ont été avancés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé très clairement un effet miroir, c'est-à-dire que les arguments pour étaient aussi les arguments contre. C'est le cas par exemple de la dimension économique, où parfois on considérait que 180 000 € c'était beaucoup trop, notamment pour un petit département rural, ça peut représenter presque la moitié d'un budget sport annuel, rendez-vous compte. Et puis en même temps, dans d'autres endroits, on considère que ce n'est pas tellement par rapport à l'accueil d'un championnat européen ou d'un championnat du monde, par exemple, d'une discipline peu médiatisée. Des arguments organisationnels également, qui sont revenus beaucoup, avec un flou et un manque de clarté, qui est revenu beaucoup dans les verbatims et dans l'analyse documentaire. Des questions en termes d'attractivité également, là aussi, avec parfois une attractivité, oui, ça va apporter des choses, on ne sait pas trop quoi, mais ça va apporter. Et puis, ce même argument, parfois, qui est utilisé pour justifier un refus. Non, nous, justement, on préfère avoir le Tour de France, on sait ce que c'est un peu plus renseigné, on sait un peu plus faire. Bon, on va plutôt aller là-dessus, le relais de la flamme, ça ne nous intéresse pas.
Et puis un dernier volet rhétorique sur les valeurs. Deuxième cartographie intéressante, c'est une corrélation entre les arguments. Et ça, c'est un peu plus intéressant à souligner. C'est donc une corrélation entre les arguments et la candidature ou non. En fait, on se rend compte que la plupart des départements qui ont refusé l'ont fait sur des motifs économiques. C'est-à-dire les fameux 180 000 € de tickets d'entrée ont clairement eu un effet repoussoir, notamment dans le centre de la France, comme vous pouvez le voir. Et les arguments qui ont très souvent été avancés, ce sont des arguments de valeur et d'attractivité territoriale, avec un couple valeur territoriale, vous pouvez le voir en bas de la diapositive, qui est l'un des couples d'arguments qui est devenu de manière la plus récurrente. Je ne vais pas beaucoup plus loin, vous comprenez que vu le recensement, il y a évidemment plein d'autres résultats, mais je voulais simplement vous donner une première image et ensuite passer à l'analyse de la mise en œuvre, surtout que je suis déjà très bavard. Donc je vais passer très vite sur le cadre théorique, qui est donc un cadre théorique de la mise en œuvre, avec 3 indicateurs qui m'ont permis d'analyser ces données et ces entretiens, des indicateurs construits donc à la fois de manière inductive et à partir de la littérature qui existe sur ce sujet. Donc un premier indicateur sur le processus politique et les facteurs de contingence, parce que j'avais ce besoin d'une perspective dynamique, notamment sur cette courte période, mais néanmoins période du processus de mise en œuvre. Un deuxième indicateur sur les coalitions et le réseau constitué, avec une approche un petit peu plus structurelle pour essayer de repérer quelles sont les forces en présence et est-ce qu'il y a une dynamique qui est observable en cette période olympique. Et puis un volet un petit peu plus... un petit peu moins, structurel, justement, un peu plus idéal, pour aller sur les notions de croyance, de responsabilité, pour avoir une approche plus sensible, eu égard à la singularité du terrain. Ce qui est intéressant à observer sur le premier indicateur, c'est donc un processus politique qui se construit en 4 temps, avec de très nombreuses réorientations liées à la difficulté logistique et administrative, et la lourdeur globalement du dispositif. Donc je vais être assez concis sur cette période, mais simplement évoquer les difficultés rapidement rencontrées au niveau national par le COJO dès finalement l'appel à candidature et l'appel à manifestation d'intérêt qui a été considéré par l'ensemble des départements comme très maladroite, aussi bien sur la forme, l'appel se faisant de Paris en visio, que sur le fond avec cette question du coût qui s'impose de la même manière à tous les départements, alors même que vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que les départements n'ont pas les mêmes ressources. Donc très vite, il y a eu des retours assez négatifs qui ont été remontés et le rôle d'Olbia a justement été d'avoir ce rôle de facilitateur et d'aller argumenter concrètement sur le terrain avec le comité des émissaires du COJO pour pouvoir vraiment décider au niveau local les départements. Donc une phase de négociation et de conventionnement s'ensuit jusqu'en juin 2023 à l'annonce du parcours du RFO où après se déroule donc la phase d'organisation et le temps événementiel dans lequel nous sommes. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est essentiellement le temps de décision des départements et cette phase de négociation et de conventionnement. Sur le deuxième indicateur, ce que l'on observe, c'est à l'échelle nationale. La décision de candidater ou non en relais a été dans une très très large majorité prise directement par les cabinets, ou en comité très restreint, ce qui renvoie aux remarques que vous faisiez tout à l'heure sur le côté très étatique des Jeux Olympiques et donc ce caractère très descendant qui en découle naturellement. Donc c'est généralement le président, l'élu au sport du département qui vont se concerter très rapidement et qui vont se positionner dans un premier temps. Ils vont ensuite se positionner par rapport au conseil départemental et là on observera éventuellement des formes d'inflexion ou non. En revanche, dans les territoires, la situation, forcément, elle se singularise et le rôle clé des départements et la variété des contextes locaux rend assez difficile une forme de typologisation. Ce qu'on observe, c'est que l'engagement puis la mise en synergie est très dépendante de la volonté politique locale et surtout de l'appétence de l'élu pour le sport. Et là, je spoil ma conclusion, mais finalement, il y a vraiment une dimension de croyance et de rapport à l'objet olympique, à l'objet événement, qui s'avère être particulièrement déterminante dans l'engagement ou non dans ce projet événementiel. Et puis, on observe aussi une prégnance des relations interpersonnelles.
Par exemple, cette anecdote qui m'a été relatée sur le cas de la Dordogne, où le président de département n'était pas forcément convaincu dans un premier temps de s'engager dans l'aventure, et puis après discussion, notamment avec le déplacement de Tony Estanguet en personne, a finalement été convaincu, et finalement il se trouve que cette personne, cet élu est en effet un kayakiste émérite. Donc forcément, le poids des relations personnelles revient ici de manière très prégnante, et du coup, l'analyse de la carte de France que je vous présente tout à l'heure peut aussi s'analyser en interne par la connaissance de ces éléments-là. Et puis une diversité de situations, évidemment, je l'ai évoqué, mais aussi quand même, et ça c'est un peu rassurant pour l'analyse, on observe quand même des choses qui sont des invariants avec des situations plus ou moins conflictuelles. On observe notamment des conflits entre territoires. C'est par exemple le cas entre la ville d'Angers et le Maine-et-Loire, qui s'est porté candidat, mais qui, face à la ville d'Angers, qui accueille plusieurs heures l'événement sur son territoire, s'est trouvé un petit peu peiné et a voulu justement demander une contribution à la ville, en disant « nous, au département, on paye l'événement, mais finalement, il serait bien qu'il y ait un petit retour sur investissement. » parce que vous allez avoir pas mal l'événement. Et donc finalement, l'événement sportif, il réactive des relations, des tensions qui peuvent exister dans un certain nombre de territoires. Ce fut le cas particulièrement pour cet exemple-là. Des conflits aussi entre acteurs privés, entre acteurs publics. La question des top partenaires que j'évoquais, qui sont en effet les principaux financeurs et donc qui ont, serait-on tenté de dire, logiquement accès au plus de places sur l'ensemble de la journée, sachant qu'il y a environ 100 à 150 relayeurs par jour sur les relais, et qu'il n'y a que 6 places initialement qui étaient données au département. Donc forcément, ce décalage-là a créé un petit peu de problématiques. Donc nécessairement, il y a eu là des négociations en interne entre ces différents acteurs. D'un côté, et une polarisation assez classique, d'un côté on paye un ticket, on a envie d'avoir accès à l'usufruit médiatique que ça peut supposer, et de l'autre côté, on considère avoir assez payé. Malgré mes recherches, et là peut-être qu'il y a des personnes dans la salle qui pourront me renseigner, mais je n'ai jamais réussi à connaître précisément quel était le montant déboursé par les top partenaires pour justement avoir accès total à la maîtrise du parcours du relais de la Flamme, je pense à Coca et à BPCE. Et puis un dernier volet donc de conflit entre les acteurs publics et le mouvement olympique, qui là aussi réactive des choses assez classiques dans les territoires, par exemple en Bretagne, ou une instrumentalisation du sujet dans les Landes, où l'élu en fait qui s'est opposé, notamment l'élu en Gironde qui s'est opposé, et finalement l'élu dans l'opposition à l'Assemblée des départements de France, c'est un élu de gauche, et donc il a été évoqué, c'est une interprétation que je relate là, qui n'est pas forcément la mienne, mais qu'il s'agit là d'une position instrumentale par rapport à cette position donc d'opposition à l'ADF. Et cet élu-là a eu un effet d'entraînement, il a réussi, si vous regardez la carte, autour des départements de Gironde, à entraîner avec lui d'autres refus. Troisième et dernier indicateur, la confiance, terme clé explicite des relations partenariales, qui explicite les situations vertueuses comme les situations de rupture relationnelle. Très vite, et Olbia, quand je les ai rencontrés, m'ont répété ça beaucoup, on dit c'est un sujet et un événement sur lequel il faut se faire confiance, parce que justement on ne sait pas exactement ce qu'il en est, on le découvre, on avance en faisant, donc il faut se faire confiance. Et dans la convention qui est signée, il y a ce terme de coopération sans faille qui est attendu auprès des départements, sachant pas exactement ce que recouvre cette formulation, mais qui renvoie bien donc à la couverture de toutes les incertitudes qui peuvent accompagner un projet de ce type. Et finalement, l'adhésion, elle repose donc sur un système de croyance, c'est ce que j'ai déjà un petit peu évoqué au détour d'une phrase, et ce système de croyance, il est finalement hautement subjectif dans les impacts qui sont générés par ces événements, parce qu'on ne sait pas bien finalement à quoi se renvoie cet événement, je le redis. En conséquence, et la responsabilité politique, c'est quelque chose qui est convoqué à la fois comme justification de l'objet, il est de ma responsabilité d'élu de participer à cette fête olympique. Il y a une injonction, on ne peut pas ne pas faire. Et on retrouve ce même argument utilisé parmi ceux qui rejettent comment je peux dépenser autant d'argent dans un événement alors que derrière, ça veut dire que je serais obligé d'annuler des événements sportifs sur mon territoire ou que je ne pourrais pas accompagner le sport pour toutes et toutes cher à Pasolini.
Donc ça, c'est assez intéressant d'observer la prégnance de cet argumentaire. Donc je vois que je suis un petit peu long, donc juste un mot sur ce tableau qui mériterait un petit peu plus de temps, mais c'est une synthèse en fait de tout ce que je viens d'évoquer. C'est pour vous montrer que sont surlignés en jaune les différents facteurs qui renvoient aux 3 indicateurs que j'ai évoqués, qui s'avèrent être finalement déterminants dans la compréhension de l'adhésion ou du rejet. Et moi, donc, forcément, le premier truc qui me saute aux yeux, là, en termes d'interprétation, c'est que la plupart des indicateurs s'avèrent être déterminants. Alors, il y a plusieurs analyses qui peuvent permettre d'évoquer cela. La première, c'est que, évidemment, c'est un événement nouveau dont on ne sait pas bien à quoi il fait référence. La deuxième, c'est que c'est un événement qui questionne un rapport à l'olympisme qui est profondément singulier selon d'où on vient et selon où on se situe sur le territoire. En effet, on a rencontré donc des difficultés dans les territoires ruraux les plus pauvres, avec un risque de sentiment d'exclusion, et on a observé d'un point de vue de l'action publique un modèle de gouvernance néocorporatiste, c'est-à-dire que le COJO est allé chercher finalement les acteurs dits de bonne volonté qui étaient les plus aptes à mettre en œuvre ce projet-là. Autrement dit, si au début le seul échelon pertinent devait être le département, très vite on s'est exonéré de cette contrainte en disant écoutez, si le département ne veut pas, c'est pas grave, on va aller voir la ville. Ça a été le cas dans l'Hérault par exemple. L'Hérault n'a pas voulu y aller, mais il n'était pas envisageable que le relais ne puisse pas passer dans une grande ville telle que Montpellier. Donc on est allé voir la ville de Montpellier. Et finalement, les Jeux Olympiques et le relais olympique, il est l'exemplification finalement de ce mode de gouvernance-là, où on passe par des corps intermédiaires qui vont avoir un rôle de relais, de facilitateur, de catalyseur parfois, qui là donc naturellement sont les pôles de croissance et les pôles de densité urbaine. L'utilisation de ce modèle, d'un point de vue interprétatif, relève moins, selon moi, de la contingence que de la stratégie assumée, évidemment. On s'adresse au département. Ça, déjà, c'est une première façon de contourner le problème des citoyens, c'était bien le thème du jour, et notamment de contourner la défiance de l'opinion publique. Ça a été rappelé, Paris 2024 a obtenu les Jeux sans plus aucune concurrence. En conclusion, donc, l'étude confirme la décorrélation entre l'attitude des départements à l'égard des Jeux et leur dispositif avec toute ligne politique. La mise en œuvre repose donc sur une coalition extrêmement puissante au niveau national, dont Olbia était chargé de mettre en œuvre au niveau des territoires, qui est largement donc construite sur un système de croyances qui semble toujours très efficace à l'échelle décisionnelle, et là dont l'outil, ce qu'on retrouve dans le modèle de Sabatier classique en socio de l'action publique, le Policicor, et donc le modèle néocorporatiste, qui s'avère absolument déterminant. Les arguments et leur hiérarchisation renvoient à une utilité sociale de l'événement qui restera très subjective. Et là, pour le coup, donc je l'ai dit et je le redis, le poids des représentations chez les élus locaux s'avère déterminant, ce qui ne nous dit rien, finalement, du soutien réel du grand public, voire qui se pose en contrepoint. Et peut-être se situe là un petit peu l'originalité des résultats de cette étude, c'est finalement, il y a un soutien et un engouement au niveau des élus locaux, globalement, puisque même quand on s'oppose au jeu et qu'on ne va pas vouloir accompagner le relais de la flamme, en réalité, on refuse un modèle d'organisation, on ne refuse pas forcément l'ensemble des Jeux Olympiques. Et finalement, ce décalage-là entre les élus et les corps intermédiaires et la défiance que l'on peut ressentir dans le grand public et qui a été bien évoqué tout au long de la journée, et finalement un décalage que l'on peut retrouver dans notre démocratie, particulièrement en ce moment, serais-je tenté de dire. Finalement, quels effets réels de ce type d'événement? Il subsiste là un chantier méthodologique qui reste à investir, puisqu'on n'a même pas parlé, finalement, qu'est-ce que c'est que cet événement? Quels sont ses impacts? Quels sont ses effets? Il y a là, je pense, matière à la poursuite d'un travail. Et j'étais très content hier d'arriver pile poil pendant la flamme olympique. J'ai pu faire une petite ethno spontanée, c'était super. C'est ça. Cette étude donc va paraître cet été dans la revue qui est au tableau. Et je vous remercie donc pour l'invitation et l'écoute. Merci Raphaël et Hugo pour ces deux présentations, ces deux études de cas différentes. Je laisse la parole à la salle. Oui.
Alors déjà, bravo pour vos exposés, c'était très intéressant et il y avait beaucoup de matière. J'avais 2 questions par rapport au Japon. Donc comme vous l'avez montré, il y avait beaucoup de villes, enfin pour chaque édition des Jeux Olympiques, il y a beaucoup de villes japonaises qui souhaitent être candidates. Mais on voit aussi qu'à chaque candidature, la population est toujours contre, et que ce soit d'hiver ou d'été. Donc, ce qui m'amène à 2 questions. Comment cela influe sur la vie politique au Japon, la vie municipale au Japon? Est-ce que ça influe sur les élections? Et le désastre que vous avez montré pour Tokyo, est-ce qu'il aura une influence pour plus tard sur les villes japonaises qui voudront encore porter leur candidature? Oui, merci pour votre question. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une ville candidate, que ce soit une pré-candidature au niveau national, pour savoir quelle ville japonaise va porter la candidature au niveau international, ou justement cette ville japonaise qui porte la candidature au niveau international, on a des mouvements d'opposition. Mais ça ne veut pas dire que la majorité de la population adhère à ces mouvements d'opposition. Ça veut juste dire qu'une opposition s'est structurée qui va au-delà de quelques voix ponctuelles dans les médias ou de quelques figures intellectuelles influentes. Et donc on a effectivement une structuration d'un mouvement citoyen, puisqu'en plus c'était le sujet du colloque. Mais ça ne veut pas forcément dire que ces oppositions, elles sont majoritaires, ou elles ont un soutien de l'ensemble du correctorat, ou d'une majorité des membres de ce corps. Bien au contraire, je pense que le seul moment où on a eu une très grande majorité, certes silencieuse, d'opposition, ça a été quand même Tokyo 2020. Pour Nagano, les oppositions étaient beaucoup moins fortes, les Jeux d'hiver. Et encore avant, ça a été effectivement beaucoup moins fort. Juste pour terminer sur la réponse, c'est sur la montée en puissance des mouvements d'opposition que le Japon, et en particulier Sapporo, a renoncé à 2030. Et c'est certainement lié au désastre de Tokyo, que la candidature a été effectivement retirée, même s'il y a eu d'autres arguments et que des enjeux aussi très locaux ont joué dans le retrait de cette candidature. Mais en tout cas, le Tokyo 2020 a beaucoup joué, je pense, dans ce retrait de Sapporo 2030. Juste pour rappeler aussi que le contexte japonais, que j'ai juste effleuré quand je suis venu plusieurs fois à Tokyo et ailleurs, j'ai remarqué en tout cas on m'a dit que les mouvements d'opposition, quand ils sont publics et dans la rue, c'est très faible. Je veux dire, c'est d'ailleurs très réprimé. C'est pour ça que c'est très faible aussi. Et quand il y a 10, 20, 30 personnes, c'est une grosse manifestation. Alors, c'est pas forcément très réprimé, mais en revanche, c'est effectivement assez peu soutenu, voire un petit peu décrié par la population. Donc, il n'y a pas de violence physique, en fait. Il n'y a pas de mise en danger des personnes, comme en France, on ne se prend pas des tirs de flashball égarés. Ou ça, au Japon, ça n'existe pas. Ce serait un vrai scandale. On n'est pas à ce niveau de délériction de la démocratie. Et de la capacité à manifester. Mais néanmoins, effectivement, les manifestants ont toujours très mauvaise presse et le nombre de personnes qui manifestent dans l'espace public est extrêmement faible. Ça va de quelques dizaines à maximum quelques centaines, mais même en fait, on atteint rarement les 300, quoi. Et pour Tokyo 2020, c'était plutôt quelques dizaines qui tournaient en boucle dans des trajets déposés en préfecture, validés, survalidés, et il y avait parfois même plus de police que de manifestants. Et ce qui m'a beaucoup étonné aussi, c'est que tu avais réussi à inviter un opposant qui a commencé à s'exprimer en disant j'ai beaucoup hésité à venir, de toute façon je dis ça depuis des dizaines d'années, ça sert à rien, et je sais bien que vous m'avez invité juste pour cautionner votre colloque, pour voir que vous avez aussi invité l'opposition. Il était vraiment dégoûté, hein.
Alors ça, c'est le professeur Ogasawara, qui est un professeur de philosophie à l'université de Kobe, qui est l'un des co-auteurs du manifeste justement anti-olympique, qui était paru en opposition à Tokyo 2020. C'est effectivement quelqu'un qui est très proche des milieux néo-marxistes. C'est aussi quelqu'un qui considère que le CIO pratique une forme de racket institutionnalisée, c'est ce qu'il a dit, en volant les collectivités locales et les gouvernements nationaux et en détournant une partie de l'impôt au profit finalement d'une très faible minorité. Donc il a une parole extrêmement libre. Néanmoins, alors je ne lui ai pas encore répondu, j'aimerais quand même lui répondre sur ce point qu'il a soulevé. Je suis en gros l'épouvantail prétexte, la caution à la voix discordante. Non, cher professeur. Je suis assez proche de ce que vous pensez, et c'est la raison pour laquelle vous parlez en dernier, c'est parce que vous marquez les esprits, mais on ne peut pas, dans un événement qui est financé par le ministère des Affaires étrangères, par un certain nombre d'institutionnels, dans lequel le CIO avait d'ailleurs aussi une parole et une tribune, on ne peut pas amener une voix extrêmement discordante et extrêmement critique comme un cheveu sur la soupe. Il faut pouvoir la construire et la faire monter comme ça en puissance. Et donc, c'était l'enjeu de la construction de cette première journée, que d'équilibrer les prises de parole et puis surtout de pouvoir amener la sienne dans une certaine progressivité. Est-ce que je peux ajouter quelque chose parce que j'ai une expérience avec les médias japonais et c'est seulement une hypothèse, mais ma impression c'était que les Japonais étaient vraiment, ils ont une approche très très analytique et critique envers les géos divers, si c'est le sujet de Sapporo, parce qu'après Pékin, ils m'ont invité à une émission télévisée, c'était comme un documentaire de une demi-heure, et j'ai trouvé c'est très très bien fait parce qu'ils ont revu 3-4 mois après Pékin, tous les impacts environnementaux et au-delà de ça aussi, pas seulement la pollution, mais tout le reste. Et ils ont dit qu'ils avaient envisagé de peut-être m'inviter aussi après. Et dans l'émission, ce que je vois très rarement quand il y a des candidatures dans les Alpes, ils ont mis en avant, c'est quel site qui a fermé à cause du changement climatique, qui était un site de géo au Japon. Il y a un site de... Nagano, hein? Nagano. Nagano, oui, Nagano. Et 10 minutes de l'émission étaient sur Nagano, le problème du changement climatique, la neige. Et puis, ils ont vraiment posé la question de Sapporo. Alors, je me suis un peu penchée sur le changement climatique. Je dis, en effet, de tous les sites olympiques mondialement, c'est le mieux situé, mais ils ont déjà impacté, ils ont déjà dû ouvrir plus tardivement et fermer plus en amont. Et j'ai trouvé c'était le seul pays qui a un peu se posé la question avant, d'une façon vraiment très, très critique, et en comparant leurs, pas vraiment voisins, mais la situation de Pékin. Peut-être qu'il y a aussi, il y avait beaucoup de chercheurs et des gens dans cette documentaire, peut-être qu'ils sont un peu en avance par rapport aux autres pays et que ça a eu une influence, je ne sais pas. Mais c'est une, je ne sais plus quelle chaîne, mais une grande chaîne japonaise. NHK peut-être, oui. Alors, le jour où il n'y aura plus de neige à Sapporo, c'est qu'il n'y en aura plus nulle part dans le reste du monde. Ça, c'est certain. Le deuxième point, c'est que les Japonais n'ont pas une sensibilité environnementale ou écologique particulièrement poussée. En revanche, effectivement, ce sont des pragmatiques. Au sens de l'école de philosophie de pragmatisme, très influencé par les occupants américains, par les échanges intellectuels qu'ils ont eus, etc. Et ça se traduit également en termes de politique publique et de suivi. Ça veut dire qu'effectivement, quand ils voient que quelque chose ne fonctionne pas, ils ne le font pas. Surtout qu'en plus, ils sont quand même à 250% d'endettement. Donc, s'ils investissent des billes dans un truc qui ne fonctionne pas, ils n'en ont plus les moyens non plus trop de faire des choses qui coûtent sans rien rapporter. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que c'est pesé aussi dans l'abandon de la candidature. Là et ensuite... Okay. Moi j'ai une question pour Hugo du coup. Tu as évoqué sur cette question de la mise en œuvre un petit peu ce qui préside au choix du coup d'accueillir la flamme ou non. Est-ce que ça fait partie des perspectives ou est-ce que tu as eu des éléments sur les critères de sélection des porteurs de flammes au sein des différents départements et justement essayer de regarder à partir des gens qui ont été choisis, qu'est-ce que ça dit des représentations et des intérêts des décideurs publics également et notamment de leur vision du développement de leur territoire et de l'olympisme. Merci.
Alors oui, il y a beaucoup d'autres données, hein, forcément, dans une présentation comme ça, on est obligé de faire des choix. Il y a par exemple une donnée que j'ai pas évoquée, et je saisis du coup de réavoir la parole pour l'évoquer, parce qu'elle me semble intéressante. C'est qu'on a observé le nombre de mandats et la prise de position. Et on a observé que finalement, les plus jeunes ou les plus récents élus départementaux étaient plus enclins à aller dans l'aventure olympique que ceux qui y étaient depuis plus longtemps. Et ceux qui y étaient depuis plus longtemps étaient généralement plus virulents, ce qui participe de cette injonction à faire que j'ai évoquée. Donc il y a pas mal de résultats comme ça qui sont assez stimulants. Après, sur la question que tu poses, j'ai pas beaucoup d'éléments en réalité, parce qu'en fait le choix des relayeurs il arrive après la fin de la collecte de données. En réalité, il est arrivé même vraiment pendant les navettes, parce que j'ai fait une navette sur le papier, et c'est une question qui m'a été posée par le premier reviewer, notamment sur la dimension sportive, parce que c'était un élément très important. Je pense que ça pourrait venir abonder certains résultats, ouais. Justement. Et justement, pour répondre à ce reviewer, donc j'ai remis à jour, mais en vrai, c'était vraiment... Enfin, c'était plus dans le temps de la temporalité de mon étude, mais du coup, comme c'était une question quand même intéressante, je suis allé voir un peu comment se positionner au niveau national dans les discours le COJO par rapport à cette représentation olympique des sportifs, parce que c'était vraiment un argument très important, faire écho à la communauté sportive, etc. Et j'ai observé une différence entre la version anglaise et la version française. Justement, dans la version française, on évoquait plutôt l'émotion. Et dans la version anglaise, c'était justement pas l'émotion qui était évoquée, c'était la communauté sportive. Sport community, faire communauté autour du sport. Donc il y a vraiment une dissension là qui se joue et qui est assez intéressante, que je n'ai pas beaucoup plus interprétée qu'en relevant ça, je l'ai mis dans l'article, mais la manière dont en France on s'est concentré surtout au-delà des sportifs sur voilà, un temps d'émotion mis autour de la flamme, vraiment du symbole, et qui, encore une fois, on ne sait pas trop à quoi il fait référence. Il y a cette idée de trait d'union, etc., bien sûr, mais qui participe d'une synergie des attentions, des enthousiasmes, d'une focalisation à un moment donné sur quelque chose qui doit être producteur d'émotions, quoi. Oui, au niveau du Japon, il y a 2 scandales innommables en ce moment. C'est le largage de l'eau polluée radioactive dans la mer, et ça va être pour des décennies, et la chasse à la baleine industrielle. Voilà. Donc on ne devrait même plus leur donner les JO, plus jamais. Alors, bon, je ne vais pas me... sur Vous parlez de l'émotion pour une flamme. Moi, la flamme, j'en ai rien à foutre. Mais les baleines qui peuvent vivre 250, 260 ans et qu'on bousille pour aller... On va imposer au peuple de retourner dans la tradition. Mais c'est du grand n'importe quoi. Alors, et l'eau polluée radioactive, c'est aussi de la tradition. Hein. Le nucléaire en France, c'est vert. C'est dramatique, quoi. Ce qui se passe. Alors, peut-être deux mots là-dessus. Du Japon, tu peux peut-être... sans défendre le Japon ni rien du tout, mais oui. Sur relâcher l'eau radioactive, d'après les Japonais, faiblement réactif, il y a eu beaucoup de réactions. On a aussi renvoyé les gens chez eux. Hein. En partie. Alors bon, sur la relocalisation, là, je vous renvoie vers les travaux de Cécile Asano-Mabris, qui sont très complets et très sérieux sur le sujet. Sur le relâchage, effectivement, ça a fait beaucoup de débats. Sur la chasse à la baleine, c'est très compliqué. Effectivement, ça fait aussi beaucoup de débats. Ce que je peux dire, néanmoins, c'est que ne pas accorder les JO sur cette base-là, chaque pays a quand même des atrocités et des sacrées casseroles. Ça veut dire que... C'est quand même environnemental et c'est giga. On n'accorderait pas les JO à beaucoup de pays. J'aimerais juste rajouter quelque chose que tu as peut-être dit, j'ai zappé peut-être, mais que ce soit au Japon ou ailleurs, l'opposition au JO n'est pas forcément à l'origine des militants qui sont opposés au sport ou à une conception du sport. Il y a beaucoup d'écologistes, d'activistes, et c'est quand ces réseaux
se mobilisent et se coordonnent surtout rapidement, que l'opposition est plus efficace. Et je sais que l'opposition aux Jeux Olympiques à Tokyo était beaucoup le fait d'activistes écologistes. Hein, tu confirmes Oui, alors il y a une convergence des luttes dans les oppositions aux JO, ça c'est certain, d'individus qui parfois se professionnalisent dans la lutte, effectivement, et qui ont une culture politique de la lutte collective et qui, comme ça, permettent de transmettre à des collectifs leur culture de la lutte. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, pour le deuxième point, c'est vrai que les enjeux environnementaux, en fait, au Japon, sur la candidature, pour Tokyo 2020, ils ont été utilisés par plusieurs catégories d'opposition, et en particulier la gouverneure Koike, qui a utilisé des arguments environnementaux pour suspendre un certain nombre d'investissements faits par la préfecture dans des infrastructures olympiques en attendant que le gouvernement central reprenne le financement sur son compte. Et il y a eu comme ça des bras de fer assez longs et assez houleux qui prenaient pour prétexte des éléments environnementaux et écologiques pour des questions de financement. Oui, je voulais juste dire que les Jeux Olympiques, en effet, pour aller dans le sens, ils participent aussi parfois de la structuration de la contestation, et que justement, les contestataires, ils vont se servir aussi de cette caisse de résonance. Là, il y a un exemple très concret en ce moment en Seine-Saint-Denis, et à Paris, c'est le réseau du Revers de la Médaille, qui est un collectif qui s'adresse au travail pour l'accompagnement des migrants et des sans-abri, et qui agrège, une plateforme qui agrège plus de 80 associations qui travaillent déjà au quotidien sur ces questions, mais qui, à la faveur des Jeux, justement, va travailler un petit peu plus ensemble et va être capable d'avoir une résonance médiatique qu'il n'aurait pas eu sans. Et donc ça, c'est aussi intéressant à observer du point de vue de la sociologie des mouvements sociaux. Je reviens à une question pour M. Bourbillière. Par rapport au positionnement de chacun des départements pour ou contre l'accueil et le financement du passage de la flamme. Je n'ai pas bien compris, mais au départ, je pense qu'il y a un postulat de base, c'est de dire que pour l'État, c'était un soutien inconditionnel, puisque 180 000 euros par département, comme vous l'avez précisé, il y a des inégalités de participation. Hein. C'est une tarification peut-être qui aurait pu être vue autrement, parce que derrière ça, il y a le prix de l'organisation et la sécurité publique. Est-ce à dire que les départements avaient carte blanche pour se positionner, notamment par rapport à l'engagement de l'État, qui lui était obligé de suivre ? Je comprends pas bien l'engagement de l'État. Sécurité publique, et puis les collectivités aussi. Oui. Police nationale d'une part, police municipale, on l'a vu hier sur Strasbourg, mais partout. C'est dans ce... j'ai beaucoup de diapos, j'ai beaucoup parlé en fait. C'est dans c'est dans la flèche bleue en fait, en effet, et j'ai un autre schéma où je suis un peu plus précis, où il y a en effet les préfectures, et là vous avez raison, au final le coût de la journée c'est plutôt 400 000 euros d'ailleurs, et il y a nécessité en effet, à partir du moment où le département se positionne, d'avoir des moyens qui sont mis au niveau local. Moi ce qui m'a intéressé plus, c'est justement comment au niveau local ça se met en œuvre. Et ça s'est justement mis en œuvre, je vais essayer de l'expliquer, mais dans une cacophonie un peu générale où parfois on est passé par les villes, parfois on est passé par des intercos, parfois le département a gardé la main. À Rennes par exemple, le département donc, qui est le principal financeur du coup, en tout cas qui a payé ce ticket d'entrée, il a voulu avoir son temps un peu médiatique au sein d'un équipement qui est la propriété du département, qui est pas loin du campus de l'université Rennes 2, pour ça je le connais bien, qui s'appelle le stade Robert Poirier, et du coup, sur site, là, c'était vraiment un événement 100% département. Vous n'aviez pas Coca, vous n'aviez pas... C'était vraiment l'endroit où le département pouvait vraiment avoir l'usufruit total du relais de la flamme. Mais évidemment, derrière, il y a eu la récupération dans la ville, et la ville de Rennes a aussi dû mettre derrière la main au pot pour pouvoir accueillir l'événement, donc ça participe de contractualisation au niveau local très, très singulière et auquel je n'ai pas eu accès dans le détail, bien sûr. Alors, une toute dernière question. Oui, donc c'est une réflexion générale à nouveau sur cette question de la grille de lecture démocratique, en fait, l'état démocratique de nos sociétés tel qu'on peut le lire au travers des exemples que vous avez proposés, pour lesquels j'ai trouvé beaucoup d'intérêt. Mais dans le cas du Japon, on a affaire quand même à un pays qui est une démocratie très singulière, qui n'a connu jamais qu'un seul parti au pouvoir, sauf 2 ans, le Parti socialiste.
et qui a fortement réprimé les manifestations de mai 68, enfin du 68 japonais. Et là, on est dans des temps tout à fait nouveaux et j'y vois plutôt un regain démocratique assez fort pour le Japon. C'est-à-dire qu'on a un changement de génération et c'est un petit peu le signal que je repère. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée. Et puis c'est Hugo, hein, c'est ça. Pour toi, Hugo, est-ce que tu as pu avoir accès à l'étude d'impact qui a permis de faire la démonstration au département que ça allait leur apporter quelque chose en termes de visibilité et de tourisme? Parce qu'on sait bien que la grande boucle s'est regardée au Texas ou ailleurs dans le monde, mais qui est-ce en France qui a regardé le passage de la flamme à Strasbourg hier et au Texas hier aussi? Ça, c'est une question. Et quel est l'intérêt, finalement? Ce n'est pas un intérêt de rétrofinancement de l'événement, puisque bien sûr ça a coûté beaucoup plus cher que ce qui a été annoncé. Mais si on fait un petit calcul, ce qui est rentré comme argent au COJO, avec cette somme-là, c'est à peu près le salaire des 25 directeurs administratifs du COJO sur un an. Donc c'est pas ça qui va renflouer les caisses. Donc l'objectif c'était bien de susciter de l'émotion et ça a été évoqué à plusieurs reprises. Parce qu'on a l'impression que la population française n'est pas particulièrement embedded, comme disent les anglo-saxons, mais pas particulièrement embarquée. Donc c'est ça qu'on a voulu chercher. Mais est-ce que ça se retrouve dans les argumentaires au départ notamment, et puis qui est Olbia, qui est Patrick Weiten par exemple? C'est par hasard s'il a été choisi pour intégrer le COJO, parce qu'on sait qu'il est le monsieur sport au sein de l'Assemblée des départements français. Et c'est lui qui a pris son bâton de pèlerin, et puis qui allait convaincre ses collègues. Et puis dans ta grille de lecture, quand tu fais droite-gauche, c'est quoi la droite et c'est quoi la gauche? Aujourd'hui, on a du mal à comprendre parfois, mais en tout cas, les écologistes, par exemple, c'était évoqué aussi, ils ont joué un rôle particulier, probablement. Je n'ai pas l'impression que les écologistes étaient farouchement favorables à l'accueil de la flamme. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Des réponses courtes, s'il vous plaît. Alors vraiment très rapidement, parce que c'est très complexe, et je vais donner une opinion personnelle. Moi, je pense que la caractéristique de la démocratie au Japon, elle est double. Premièrement, le Japon, c'est un pays du containment. Donc, historiquement, c'est ça, et ça explique une grande partie la stabilité du pays et l'absence de contestation, parce que ça a été une contestation qui a été étouffée, en particulier, pas forcément que par la droite, mais aussi par la mafia, qui a été très anti-tout, y compris socialiste, communiste, tout. Et puis, la deuxième caractéristique, c'est un pays de fief. Beaucoup plus qu'en France. Et donc avec des caractéristiques assez parfois médiévales, si je puis dire, ou féodales, qui expliquent pourquoi est-ce que c'est plus les logiques de fief qui priment et l'absence du coup de solidarité nationale dans beaucoup, contrairement à ce qu'on pense, dans beaucoup de situations. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a parfois tant de candidatures internes pour une candidature internationale. C'est parce que le Japon, c'est vraiment définitivement un pays de fief. Donc, merci pour les remarques. Alors sur l'étude d'impact, j'ai pas beaucoup d'éléments. Ce que je sais, il n'y a pas eu d'étude d'impact clairement précise sur ce point. Ce qui a été évoqué par la coalition pro-olympique, on va l'appeler comme ça, c'est quelque chose de similaire aux Jeux olympiques, c'est-à-dire 1 euro investi, 3 euros récupérés. C'est comme ça des chiffres qui sont évoqués dans le sens commun et qui sont diffusés allègrement au niveau des départements. On peut les discuter évidemment longtemps. La question de l'émotion, bon, j'y reviens pas, ça a été évoqué, je crois qu'on est pressé. Et puis je prends évidemment la remarque droite-gauche. Évidemment, on a été un petit peu plus précis que ça, mais l'effet de présentation nécessite d'avoir une présentation un peu extensive des blocs. Et vous avez raison, les écolos se distinguent un petit peu dans la coalition dite de gauche, avec des prises de position beaucoup plus médiatisées. Je pense notamment à la Loire-Atlantique avec Louise Parrain, qui en a vraiment fait un volet rhétorique stratégique, assumé. On l'a rencontré en entretien, très assumé. Ça, c'était assez intéressant à observer. Dernier point, la contestation, elle était globalement, et là c'est le module médiatique et son analyse qui nous a permis de l'identifier, a été beaucoup plus médiatisé au niveau national que l'engagement. Voilà. Donc il y a aussi matière à discuter de la manière dont les Jeux olympiques sont aussi un sujet sur lequel on aime bien débattre et on aime bien écouter aussi les contestataires politiques quand ils existent.